Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission enregistrée en public à l'école alsacienne, que je remercie une nouvelle fois de son hospitalité, de même que je remercie le public dont l'abondance, le nombre et la qualité, de toute évidence, me surprennent à chaque fois, chaque dimanche où nous faisons ces émissions en public et où quel que soit le temps, et aujourd'hui à Paris il fait un temps radieux, on pourrait croire que tout le monde est en train de faire du jogging ou de se demander pourquoi Madame Hidalgo a fait fermer les grilles du Louvre, ce qui nous a fallu de recevoir Jean-Louis Bourlange que in extremis. Eh bien non, au lieu de faire du jogging, 300 personnes sont ici dans la salle de l'école alsacienne pour cette émission en public qui sera donc suivie d'un échange avec la salle, enregistré puis diffusé sur notre site sous le titre générique du BADA. Ce sera notre troisième BADA diffusé. Je dis aussi aux personnes qui sont un peu soucieuses quelquefois d'un petit problème de son que pendant les 3 premières heures, entre 1h de l'après-midi et 4h de l'après-midi, le son est le son direct tel qu'il est pris aujourd'hui sans avoir été mixé. Puis à 4h, et pour le reste de la semaine, et pour le reste, pour l'éternité même d'ailleurs, est diffusée une émission qui a pu être mixée par Laurie Galligani, qui depuis le début suit. Donc les 3 premières heures sont... il faut attendre, il faut être heureux. Pour avoir le son optimal, il faut attendre jusqu'à 3 heures. Je voudrais aussi vous faire part, je voudrais continuer comme je l'ai fait la semaine dernière à raconter ma vie. Il semble que ça passionne un grand nombre de gens, moi d'abord, et... Je rencontre depuis plusieurs semaines tous les gens que je croise, qu'ils me connaissent ou qu'ils me reconnaissent ou que pour une raison ou pour une autre on leur dise qui je suis. Tous ces gens se tapent sur le front. Et je me suis demandé pourquoi ils se tapaient sur le front. Je leur ai donc posé la question. Ils se tapent sur le front. On dit « Ah, nom de Dieu, j'ai oublié de m'abonner. » Eh bien, c'est le moment. Abonnez-vous. C'est le seul moyen pour nous d'avoir d'abord notre indépendance et ensuite d'être assurés de pouvoir continuer à faire cette émission. Et je suis même tenté de respecter maintenant une espèce de minute de silence pour vous permettre de vous abonner tout de suite, là, sans attendre, puisque vous êtes en train de nous écouter soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone portable, et qu'au fond, il suffit que je vous laisse un tout petit peu de temps pour que vous vous livriez à cette manipulation. Mais enfin, nous allons... considérez que vous avez maintenant pris votre décision. Il y a une horrible histoire allemande sur les Polonais, parce que les histoires polonaises en Allemagne sont l'équivalent des histoires belges en France. Alors pourquoi les Polonais ont toujours la tête dans les épaules et le front parce que quand on leur pose une question, ils soulèvent les épaules en signe d'ignorance, et quand on leur donne la réponse, ils se frappent le front en signe « bah c'était ça ». C'est une... Et c'est une plaisanterie qu'on fait aussi en Alsace, ce qui tente à prouver que l'Alsace serait quelque part en zone culturelle allemande. Bon, dans cette maison, je ne sais pas si nous pouvons... Le président de l'école alsacienne ici présent... Juste encore quelques mots pour citer quelques-uns, puisque nous avions dit que nous le ferions par une sorte de ponction hasardeuse, quelques-uns des auditeurs qui nous ont soutenus à travers la campagne de Ulule: Hélène Labruni, Benoît Picard, Caroline Vinot, Agathe Soyeux, Adrien Véron, Julien Moreau, Roland Bonnet, Gwenda Gutwasser, Roland Genet et Erwan Trober. Si vous voulez avoir votre nom dans cette liste, ne manquez pas de nous envoyer votre soutien sous une forme ou sous une autre. Vous savez donc que vous trouverez sur le site les brèves, vous trouvez aussi sur le site les textes par lesquels j'introduis les différents sujets. Vous savez que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, il publie un dossier sur la Silicon Valley et son univers impitoyable. Et je rappelle que Prestalis, qui distribue la presse écrite, s'est livré à un hold-up sur les recettes du 1 et sur quelques autres publications. Et ce hold-up risque de mettre cet hebdomadaire en grande difficulté. Il paraît qu'il y a un ministère de la Culture et de la Communication. Il paraît que dans ce ministère de la Culture et de la Communication, on a chargé un distingué, un ancien élève de l'École nationale d'administration, de s'occuper de ce problème de toute urgence. Il semblerait que la notion de l'urgence de ce distingué personnage soit assez proche de celle qui accourt du côté de la Bastille à la morgue. C'est post-mortem sans doute que cette urgence déploiera
toute son efficacité. Nous allons donc maintenant, avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lucille Schmid, membre du comité de rédaction d'Esprit, nous allons nous efforcer d'éclairer certains aspects de l'actualité de la semaine écoulée. Nous allons donc commencer par nous intéresser à l'héritage de Johnny Hallyday. Non, pardon, j'ai pas lu le bon. Nous allons commencer par nous intéresser. Jean-Louis Bourlange, qui avait préparé l'héritage de Johnny Hallyday, est très frustré à l'idée que finalement on ne le traite pas, mais peut-être dans le BADA tout à l'heure, vous pourrez poser sur ce sujet toutes les questions. Oui, d'abord de savoir qui était Johnny Hallyday, ça t'a pris beaucoup de temps. Donc peut-être tout à l'heure nous pourrons évoquer cette grave question. Mais nous commencerons par nous intéresser aux élections italiennes, puisque dimanche dernier, plus de 47 millions d'Italiens étaient appelés à désigner leurs représentants. Comme le résume un éditorialiste du quotidien La Stampa, pour la première fois en Europe, les forces anti-système l'emportent. La coalition de centre-droit est arrivée en tête, avec environ 37% des voix, et de ses différentes composantes, c'est la Ligue, anciennement Ligue du Nord, qui a recueilli le plus de suffrages, devançant Forza Italia de Silvio Berlusconi. Le leader de la Ligue, Matteo Salvini, a basé toute sa campagne sur un discours anti-euro et anti-immigration dans un pays où plus de 600 000 migrants ont été accueillis depuis 2013. Le leader de la Ligue a affirmé que son parti a le droit et le devoir de gouverner dans les prochaines années. Toutefois, la percée du mouvement 5 étoiles, devenu le premier parti d'Italie avec 32,6% des voix, a conduit son chef de file, Luigi Di Maio, a formulé la même revendication. Or, aucun des deux partis n'a atteint le seuil de 40%, permettant de gouverner avec une courte majorité, et si tous deux se sont dit ouverts au dialogue, ils se sont également montrés opposés à toute alliance ou majorité étrange, selon l'expression locale. À gauche, le Parti démocrate de Matteo Renzi a enregistré un des pires scores de son histoire, avec seulement 18% des voix. L'ancien homme fort de l'Italie a alors démissionné de son poste de président du parti, reconnaissant une défaite claire et évidente. C'est désormais au président de la République, Sergio Mattarella, de mener des consultations auprès des différents chefs politiques en vue de former un gouvernement. Emmanuel Macron s'est dit rester prudent à ce stade, attendant les décisions du président de la République italienne et expliquant cette victoire du populisme par la pression migratoire pesant sur Rome depuis quelques années. Angela Merkel, elle aussi politiquement fragilisée par la crise des migrants, a appelé à la formation rapide d'un gouvernement pour le bien de l'Italie, mais aussi de notre Europe commune. Enfin, depuis Bruxelles, le porte-parole de la Commission européenne a tenu à rassurer, indiquant « Nous avons confiance dans la capacité de l'Italie à former un gouvernement stable ». Sur cette question, Lucille Schmid. Oui, merci Philippe. Moi, je pense que ce qui est très intéressant, puisqu'ensuite on parlera de l'Allemagne, c'est peut-être de partir de cette question que posait Marc Lazare dans la presse française. Comment l'Italie, pays le plus europhile, puisque vous savez que l'Italie est un membre fondateur de l'Union européenne, est-elle devenue eurosceptique ? Et je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de ne pas s'arrêter seulement aux résultats des élections législatives de dimanche dernier, que vous avez rappelé, avec une nouvelle loi électorale qui prévoyait en fait de favoriser les coalitions et qui en fait avait été élaborée quelque part pour favoriser une grande coalition que Bruxelles appelait de ses voeux. C'est-à-dire que Juncker avait dit explicitement, la semaine avant les élections, qu'on aspirait à ce qu'il y ait une grande coalition entre Forza Italia et le Parti démocrate. Et d'ailleurs, Silvio Berlusconi était quelque part revenu en cours, si je puis dire, puisqu'il avait été reçu à Bruxelles, considéré comme un politicien modéré presque, et en tout cas bruxello-compatible. Et on voit bien que le résultat des élections déjoue complètement les pronostics du président de la Commission, en fait des institutions européennes. Et à partir de là, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur pourquoi l'euroscepticisme a gagné. Je rappelle que Luigi Di Maio a 31 ans, donc celui qui dirige aujourd'hui le mouvement 5 étoiles, le successeur de Beppe Grillo, ce parti des grillons, comme on l'appelle, que c'est un agent de sécurité, que c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui a emporté une majorité écrasante dans le Mezzogiorno, qui aussi a fait campagne sur un programme
qui est qualifié ni de droite ni de gauche, ou de droite et de gauche, comme c'est maintenant à la mode en France, et qui notamment a promis un revenu universel de 780 €, ce qui évidemment, au regard des critères de Bruxelles et de la question du déficit excessif, de la procédure de déficit excessif, est quelque chose de totalement incompatible avec ce qu'aujourd'hui, quelles sont les règles de l'Union européenne. Donc c'est un parti arrivé largement en tête qui a fait campagne sur des règles incompatibles avec les règles bruxelloises. Ça me semble être un point essentiel. Et ça montre tout simplement que depuis que Mario Monti, en 2011-2013, avait fondé un gouvernement technique, je vous rappelle que Mario Monti avait été commissaire européen pendant une dizaine d'années. Depuis que Mario Monti avait créé ce gouvernement technique et remis quelque part l'économie italienne sur les rails, il y a eu une précarisation, il y a eu en fait, notamment dans le Mezzogiorno, une montée des inégalités sociales et une déception autour notamment de Matteo Renzi, qui, comme Philippe l'a rappelé, a été un chef de gouvernement de centre-gauche, mais de centre-gauche totalement bruxello-compatible. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est est-ce que les règles qui régissent l'Union européenne sont aujourd'hui désavouées de plus en plus par les peuples ? Ça a été aussi le cas en Autriche. Comment est-ce qu'on fait à partir de ça pour tenir compte d'une misère croissante et d'inégalités extrêmement fortes en Italie ? Il y avait des promesses qui avaient été faites de redistribution sociale et de création de services publics. Elles n'ont pas été remplies par le Parti démocrate. Et à partir de là, la question qui est posée, c'est peut-on réorienter les politiques publiques pour retrouver le sentiment du bien-être des populations avec les règles européennes telles qu'elles existent ? Marc-Olivier Badis. Oui, bon, d'abord, ces élections montrent la force de trois tendances de fond qui s'observent en Italie, mais aussi dans plusieurs pays européens. Tout d'abord, le fait que les électorats sont devenus beaucoup plus mobiles. Il y a une volatilité des électorats qui fait que les électeurs peuvent se déplacer d'un parti à l'autre de façon extrêmement rapide. La montée du mouvement 5 étoiles est la montée la plus rapide d'un mouvement politique nouveau à l'échelle européenne. On n'a jamais vu un parti arriver à un tel score électoral en étant né si récemment. Donc ça, c'est le premier phénomène de fond. Le deuxième phénomène, c'est que le cadre institutionnel, et notamment le mode de scrutin, ne suffit pas à limiter et contraindre cette poussée de la mobilité des électeurs. Justement là, on avait imaginé un nouveau mode de scrutin qui devait limiter l'émergence de 5 étoiles, puisque l'idée de ce mode de scrutin, c'était d'afficher la nécessité d'être capable de construire une coalition avec un autre parti, et que 5 étoiles avait justement toujours mis en avant le refus de constituer quelque alliance que ce soit par la suite. Et donc le mode de scrutin a été fabriqué pour éviter ce résultat, et il ne l'a pas évité. Donc ça veut dire que le mode de scrutin, qui est considéré un peu comme la cage de fer du choix des électeurs, ne suffit pas à contenir les mouvements. Et puis la troisième chose, c'est que du point de vue plus du contenu des politiques, c'est que le clivage gauche-droite qui a organisé pendant très longtemps la vie politique des partis européens se voit concurrencé et complété par deux autres clivages qui se superposent de façon plus ou moins imparfaite au premier, qui est le clivage société ouverte, société fermée, et le clivage conduite libérale, conduite autoritaire. Et donc on est dans un univers à coordonnées multiples qui est assez difficile à décrire. Maintenant, la thématique de Lucile, dans le fond, revenait un peu à mettre en cause les règles bruxelloises et les contraintes économiques, de conduite économique. Alors, je ne suis pas complètement convaincu. D'abord, pour aller dans ton sens, tu n'as pas mentionné la question des migrants. Alors là, pour le coup, les Italiens ont renvoyé vers les Européens leur manque de solidarité, puisque la plupart des migrants, comme ils arrivent depuis la Libye, la côte qui est en face, c'est l'Italie. Donc, il y a des arrivées continues de migrants et de réfugiés sur les côtes italiennes. Et ensuite, finalement, les règles européennes, qui sont les règles de Dublin, c'est que c'est le pays sur lequel les migrants mettent le pied qui doit mener l'examen de leur demande de réfugiés, d'asile.
et donc pendant ce temps-là, les prendre en charge, etc. Ce qui se passe concrètement, c'est que comme les Italiens trouvent quand même assez injuste le fait que ce soit eux qui portent la charge, eh ben, c'est qu'ils laissent passer en réalité les migrants, et même ils sont censés prendre leurs marques, leurs empreintes digitales, des marques d'identité. En fait, ils font rien de tout ça, ils les laissent passer dans les autres pays en disant bon, bah, vous voulez pas nous aider, donc vous vous débrouillez avec vos questions de migrants. Donc effectivement, là, il y a eu une désorganisation européenne sur le fait qu'il n'y a pas de solidarité. On a laissé tomber l'Italie, et certainement cette question des réfugiés a pesé largement dans une part du vote, puisque en particulier la Ligue du Nord a fait une campagne anti-immigrés assez violente. Mais pour le reste, moi je ne suis pas sûr que l'Italie souffre vraiment de son appartenance à l'Europe, ou d'ailleurs des règles imposées par Bruxelles. Les Italiens restent protégés par leur appartenance à l'euro. La situation, le paradoxe de tout ça d'ailleurs, c'est que l'Italie est plutôt bien gouvernée aujourd'hui. Mario Monti a fait des bonnes choses. Le gouvernement de Paolo Gentiloni n'était pas impopulaire. Il a fait du travail, il a fait des choses intéressantes. Et donc la difficulté des Italiens vient pas forcément à mon avis, de Bruxelles. Alors, un dernier mot sur la question du populisme, parce que l'Italie, c'est vraiment un laboratoire politique extraordinaire depuis une vingtaine d'années, en réalité. On dit, finalement, c'est des partis anti-establishment qui ont gagné cette élection. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on est déjà à la deuxième génération de partis anti-establishment, parce que Berlusconi, c'était déjà un parti anti-establishment. Et même le Renzi s'est toujours présenté comme un homme nouveau, qui n'appartenait pas à la caste, qui allait bousculer toutes les choses. Et donc ce rejet de l'établissement, il faut se souvenir que ce qui a structuré la vie politique italienne dans les années depuis l'après-guerre, c'était la démocratie chrétienne et puis les forces de gauche avec le Parti socialiste, le Parti communiste. Et ces trois partis étaient vraiment écrasants. Et donc, en revanche, avec des problèmes de corruption, tout ça s'est effondré, a laissé la place au populisme télévisuel de Berlusconi. Berlusconi lui-même, finalement, bon, cette élection, c'est le grand échec du retour de Berlusconi, hein. Là, c'est la fin, je pense, de son retour. On a eu le populisme séparatiste de la Ligue du Nord au sens donc du rejet des institutions, de la recherche de boucs émissaires. Alors d'abord, les boucs émissaires, c'était les Italiens du Sud, et puis finalement, maintenant, c'est les immigrés. Et puis ce troisième populisme de nature assez étrange, qui est celui de 5 étoiles, qui est plutôt, alors aussi anti-système, mais au nom de la démocratie directe. Alors, je suis allé voir cette semaine la plateforme, en fait, parce que 5 étoiles, c'est essentiellement une plateforme. C'est un parti, par exemple, qui n'a pas de siège. Il n'y a pas de bureau. C'est essentiellement une plateforme qui a été conçue par le fondateur de 5 étoiles, qui s'appelle Casaleggio, qui est mort il y a 2-3 ans, en fait. Maintenant, c'est son fils qui continue le parti. En sous-main, bien sûr. Et cette plateforme, curieusement, elle s'appelle Rousseau. Rousseau, parce que dans la philosophie de Rousseau, il y a une méfiance vis-à-vis de la représentation politique. Il y a toute une réflexion, évidemment, sur la démocratie directe, etc. En revanche, l'ironie de l'histoire, c'est que Rousseau, notre Jean-Jacques, n'aurait pas cru du tout à l'idée d'une solution technique pour régler un problème politique. Alors que là, 5 étoiles croit vraiment que donc les gens sont appelés à voter sur le site Internet. Et l'idée, c'est que quand il y a un projet de loi qui se présente, les membres de 5 étoiles votent sur le site Internet, et les députés 5 étoiles doivent voter selon ce qui a été décidé par les électeurs sur la plateforme. Donc on est dans un mandat impératif qui est la négation même de l'idée de représentation politique, hein, c'est-à-dire que les députés n'ont même pas d'autonomie de réflexion, ils doivent suivre ce qui est dit par le site. Donc tout ça est extrêmement spéculatif et extrêmement fragile, et à mon avis, ils sont dans une forme d'impasse pour le moment. Jean-Louis Bourlanges.
Oui, c'est indiscutablement un succès des partis anti-système. Quand on ajoute les scores obtenus par Cinque Stelle et par la Lega, on arrive effectivement à une bonne moitié du corps électoral italien. Et je crois quand même qu'il y a d'abord une première remarque sur le mode de scrutin. Le mode de scrutin était idiot et était perçu comme idiot. Je me rappelle avoir déjeuné il y a 2 mois avec Enrico Letta, et il me dit, c'est un ancien président du Conseil et membre, membre du Parti démocrate, et il m'expliquait de façon très claire que c'était un mode de scrutin qui rendait impossible d'avoir une majorité de gouvernement avec moins de 3 acteurs. Or, 3 acteurs, ça n'est pas compatible. On pouvait envisager... Bon. Et je crois qu'il avait globalement raison. Donc là, on se demande vraiment pourquoi Renzi a fait passer un mode de scrutin qui valorise une coalition, alors que lui-même n'était pas en mesure de fabriquer une vraie coalition, puisqu'il était contesté à gauche par ses anciens amis, et qui n'avait en fait comme possibilité que le petit parti de ma vieille, enfin elle n'est pas si vieille que ça, mais elle n'est pas en bonne santé, mais ma formidable amie Emma Bonino, qui effectivement représente pas grand-chose. Donc ils se sont vraiment mis à travers le mode de scrutin dans la situation ingérable où ils sont. La deuxième observation qui me paraît devoir nous faire réfléchir, c'est la placidité des marchés financiers. Parce que si vraiment cette affaire était grave, or, il y a des raisons objectives de considérer qu'elle est grave. L'Italie est la 3e puissance, la 3e puissance économique de la zone euro. Elle est affublée d'un endettement absolument considérable. Et ces banques, maintenant, les créances ont été assez renationalisées. Les banques italiennes sont gorgées de dettes souveraines italiennes, donc qui devraient être fragilisées par des résultats qui, d'après les programmes, devraient mettre en cause la crédibilité économique et financière du gouvernement italien. Ben, pas du tout. Pas du tout. Les marchés ont réagi comme si ce n'était pas vraiment important, comme si ce qui était important, c'était ce qu'on a à voir tout à l'heure, c'est-à-dire la coalition allemande. Et bon, et alors là, il faut se demander pourquoi. Alors je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, les Italiens qui ont tout inventé, vous vous rappelez ce que disait Max Gallo, il disait les Italiens, c'est le grand laboratoire de tout ce qui s'est fait de nouveau en politique. Ils ont inventé le fascisme à partir d'une société politique complètement délabrée. Ils ont inventé une formule extraordinairement moderne qui était le fascisme. Ils ont inventé la démocratie chrétienne, qui a été le grand système de l'après-guerre. Ils ont inventé le révisionnisme avec Togliatti, le révisionnisme qui a été aussi une des grandes formules de l'après-stalinisme. Ils ont inventé avec Berlusconi le populisme milliardaire. Et maintenant, il semble qu'ils soient en train d'inventer quelque chose d'extraordinaire, qui est le populisme virtuel, le populisme à l'état pur, le populisme platonicien, le platonique comme l'amour, le platonisme qui n'a pas de conséquences, parce qu'il est tellement oppositionnel qu'il s'en prend même à lui-même. Ce que représente Di Maio, je ne parle pas de Salvini. Salvini, lui, c'est une vraie réaction très à droite, très populiste peut-être, mais surtout d'extrême droite, assez comparable à ce que représente Marine Le Pen. Mais le Cinque Stelle et Di Maio, c'est extraordinaire. Di Maio, on a eu un film qui a obtenu, je crois, une palme, un Oscar, qui est La forme de l'eau. Di Maio, c'est la forme du vent. C'est quelqu'un qui est, comme dans Peau d'âne, il est aux couleurs du vent. On ne sait pas. Alors, il a pris soin de ne rien dire qui soit le seul point positif dans son programme. J'y suis sensible, bien que je ne sois pas du tout d'accord, sans doute, avec la formule qu'il mettrait. C'est le revenu universel. Mais à part ça,
À part ça, il s'est bien gardé de dire du mal de l'euro. Hein, l'euro, oui, nous ne sortirons pas de l'euro. Et il a épousé quotidiennement toutes les variations de l'opinion publique italienne. Lui-même est une forme vide. C'est un homme qui n'a pas de formation. C'est peut-être un grand avantage. Il est agent de sécurité dans un stade, ce qui prédispose à une espèce de vigilance sur les grands moments de la vie nationale italienne et de nos différents pays. Il est aimable, il a 31 ans, il n'a rien dit. C'est le contraire de Beppe Grillo. Beppe Grillo, c'était un horrible bourré de talent qui disait des choses, mais qui était vraiment une boule de haine. Beppe Grillo, c'est le triomphe du nini absolu. Di Maio, c'est le triomphe d'un mollasson, indéterminé, indéfini, et prêt à tout. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout exclu qu'il fasse des ouvertures du côté des sortants, qui ont été ses adversaires par excellence, le Parti démocrate, le gouvernement de Gentiloni et le parti de Renzi, qui leur disent on pourrait peut-être faire une alliance ensemble. Ça ne le gêne pas, rien ne le gêne. C'est une forme, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Italiens sont en train d'inventer quelque chose enfin, ils avaient un peu de retard par rapport aux Espagnols et aux Belges sur ce point, mais vraiment, ils rattrapent vite leur retard. Ils sont en train d'inventer le vote qui ne sert à rien. La majorité parlementaire totalement inutile, car ce qui compte, c'est la gestion des affaires par des gouvernements provisoires. Ça a été ce qu'a fait Rajoy, ça a été ce qu'ont fait les Belges pendant très longtemps. On vote d'un côté, et à quoi ça sert le vote? Ça sert à dire non. On est contre tous ces gens. Et effectivement, Cinque Stelle dit contre toutes les élites, contre les parlementaires, contre les journalistes, contre les financiers, contre les grands bourgeois. On est contre tout. Et quand on a exprimé cette accumulation de votes négatifs, on est fatigué. Et à ce moment-là, on dit pourquoi il faut bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui gouverne la maison. Et donc, il y a une déconnexion totale. C'est une tendance qui était très profonde. Mes amis italiens me disaient, vous n'imaginez pas à quel point la politique est jugée comme un acte, comme une activité totalement dérisoire. On s'était étonné quand même que Berlusconi dise des trucs, hein, une chômeuse qui se plaignait d'une façon assez tragique, assez impressionnante à la télévision, du fait qu'elle cherchait un emploi. Berlusconi lui avait dit « Vous auriez dû épouser mon fils, il est très riche, et vous aurez tiré d'affaire ». Des trucs comme ça, mais en France, à ce moment-là au moins, ça n'aurait pas tenu un court instant. Ça n'avait gêné personne, parce que ce qu'on dit n'a aucune importance. Donc il se passe quelque chose de tout à fait étrange. Alors qu'est-ce que ça peut donner? Ça, c'est très très difficile. Logiquement, puisqu'ils ont été contre tout, ça devrait maintenir le gouvernement en place. Et alors pas pour très longtemps, mais je pense qu'il est logique. Nous avons des orfèvres à la tête de l'État italien. Nous avions Napolitano qui continue à avoir une certaine influence, le président Mattarella qui est un homme absolument remarquable, et il va essayer de gérer ça au mieux. Donc, je ne sais pas s'il va proposer d'abord à Matteo Salvini ou d'abord à Luigi Di Maio de former un gouvernement, on verra. Mais en tout cas, l'idée fondamentale, c'est que pendant plusieurs mois, le gouvernement de Gentiloni, qui a donné satisfaction, hein, tout le monde trouve que c'est un bon gouvernement, il a fait ce qu'il a pu. Le grand défaut de Gentiloni, c'est d'être une sorte de Macron qui n'aurait pas tué son Hollande. Le Hollande étant Renzi, bien sûr. Donc, mais il est assez apprécié. Et on ne voit pas très bien ce qu'on... Alors, je n'ai pas parlé de la pulsion électorale, mais on voit bien qu'il y a deux forces. Il y a la force anti-migratoire d'un côté, et puis il y a les inégalités, le chômage dans l'Italie du Sud. La première ont porté la Ligue, les secondes ont porté Cinque Stelle. Mais sinon, quelle coalition? Une coalition entre qui serait ce que, à mon avis, souhaiterait Di Maio, une coalition avec Gentiloni, avec le Parti démocrate. Les gens du Parti démocrate vont dire non, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on soit dans l'opposition. Ils le diront d'autant plus qu'ils sont au pouvoir. Donc, alors, une majorité plus large.
on peut pas imaginer actuellement de séparer les Forza Italia de la Lega. Ça serait tentant, évidemment, parce que la Lega, c'est quand même des dingues, et Forza Italia, c'est pas grand-chose de très précis. Donc, non. Donc, peut-être une alliance avec tout le monde. Ça, c'est les Italiens aiment bien ça. Disant, il y a les échéances budgétaires, il faut qu'on fasse un budget. Puis pourquoi pas? Refaisons une loi électorale, c'est notre sport favori. Donc on peut avoir quelque chose comme ça, mais ça ne peut pas tenir longtemps, parce qu'il y a les élections européennes. Et aux élections européennes, tout le monde voudra reprendre ses billes. Alors voilà, l'échéance la plus probable, c'est des élections à l'automne. Et ces élections à l'automne, c'est quand même à haut risque, parce que là, Forza Italia risque de s'effondrer complètement par rapport à la Lega. Et peut-être va-t-on revenir à une certaine bipolarisation à ce moment-là. Ce n'est pas un pronostic, c'est une hypothèse. Lucille Schmitt. Oui, dans le peu de temps qui me reste, je voulais... Je voulais dire 3 choses. La première, c'est que je conteste assez vigoureusement la façon dont Marc-Olivier et Jean-Louis qualifient le gouvernement de Gentiloni de bon gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il est certes un bon gouvernement par rapport à des critères économiques, et notamment par rapport au fait que l'économie italienne est aujourd'hui sur de meilleurs rails, un meilleur taux de croissance, une réduction relative de la dette publique, mais un taux de chômage extrêmement élevé. On le sait que le phénomène des tanguis, le fait que lorsqu'on a 30 ans, on habite toujours chez ses parents, une démographie qui reste en berne parce que les Italiens n'ont pas confiance. Non, mais c'est peut-être un phénomène de long terme, mais en tout cas, il y a quelque chose sur l'absence de confiance et l'absence d'espoir sur la place de l'Italie qui reste un truc très fondamental. Et puis, il y a le fait que ce revenu universel de 780 €, que même Jean-Louis Bourlange trouve intéressant, ait pris une espèce d'ampleur et en fait soit devenu la mesure phare qui explique sans doute largement le succès du mouvement 5 étoiles. Rappelez-vous comment, lorsque Benoît Hamon propose le revenu universel en France, il fait flop, et voyez comment on gagne les élections en proposant ce genre de mesures, et on s'apercevra que la question de la redistribution des services publics est quelque chose sur lequel le gouvernement de Gentiloni a déçu. Il y a eu un choix qui a été fait de rétablir l'équilibre économique par rapport aux critères de Bruxelles, et ce choix est perçu comme étant un choix qui a coûté aux Italiens et qui a accru les inégalités. Donc est-ce qu'on se trouvera toujours devant cette espèce de débat entre le fait que s'il s'agit au fond de répondre aux critères bruxellois, on est obligé de faire, entre guillemets, j'exagère, le malheur de son peuple? C'est un premier point. Par rapport à ce qui a été dit sur le fait qu'il s'agit que Luigi Di Maio est une sorte de leader virtuel, moi je suis assez... je pense que c'est un leader qui n'est pas du tout virtuel et qui est un leader anti-establishment de manière très forte. Il faut quand même rappeler comment est-ce qu'on l'appelle. On l'appelle Louis le subjonctif parce que c'est un type qui fait des fautes d'italien tout le temps. Il est Louis le subjonctif parce qu'il n'a pas fait d'études et il met en scène quelque part Louis le subjonctif. Il met en scène cette espèce de capacité à tenir un discours politique qui est un discours où on fait des fautes d'italien parce qu'on est comme tout le monde. Non, mais ça suffit pas, mais il y a un truc sur Louis le subjonctif, j'adore ce surnom parce que je trouve qu'il résume quelque part la manière dont... Juste dire un mot quand même pour les gens qui ne parlent pas l'italien, qui est une langue dans laquelle on utilise toujours le subjonctif. Donc c'est quelque chose de très important, c'est pas comme en France, effectivement. Louis, si on s'appelait Louis le subjonctif en France, quelque part, ce ne serait pas dérangeant. La troisième chose que je voulais dire par rapport à l'appellation de populisme qui est souvent employée sur le mouvement 5 étoiles, c'est qu'il faut rappeler, il faut se situer aussi dans le temps long, et que Beppe Grillo a essayé, en 2009, de se présenter aux primaires du Parti démocrate. Il a essayé parce qu'il se sentait de gauche, il était certes atroce, mais il se sentait de gauche. Il était une sorte de Coluche, ça a été dit largement, Coluche à l'italienne, et le Parti démocrate lui a fermé la porte et il a créé le mouvement 5 étoiles. Et comme le rappelait Marc-Olivier, du coup, il a connu une espèce de montée extraordinairement ascendante. Je veux dire, en quelques années, il a installé ce mouvement 5 étoiles sur la scène politique italienne, alors qu'il aurait pu être un élément de renouveau du Parti démocrate. Il s'est retrouvé à fonder son propre truc et il a créé quelque chose qui effectivement est une sorte d'objet politique non identifié, mais rappelons quand même, moi qui suis plutôt écologiste, que les 5 étoiles renvoient à quelque chose de très écologiste, ça a été dit aussi, sur la gestion de l'eau, sur les énergies renouvelables. Donc il y a une sorte d'alliance, je ne sais pas si elle est contre nature, mais elle est intéressante, sur l'idée que peut-être sur les contenus, il faut aujourd'hui redéfinir les programmes des partis politiques traditionnels, on a peu parlé d'écologie pendant cette élection, on n'en a pas du tout parlé même, mais le mouvement 5 étoiles attire à lui des électeurs qui sont pour la décroissance, qui sont pour un autre mode de vie, en même temps qu'il fait le revenu universel.
universelle. Alors qu'est-ce qu'il faut en tirer? Est-ce qu'il faut dire qu'ils sont atroces tout de suite? Je n'en sais rien. Mais il faut quand même rappeler qu'en Italie, les fins connaisseurs de la vie politique italienne savent qu'on fait les gouvernements dans les arrière-cours et que quelque part, là, il y a aussi une demande de transparence démocratique qui peut-être n'est pas efficace, qui peut-être ne correspond pas aux critères classiques de l'Union européenne, mais qui est une demande aussi de changement qui repose sur des éléments parfois positifs. C'est pas un plaidoyer vibrant, mais il y a quelque chose autour de l'interrogation portée par la société qui doit être entendue par les instances de Bruxelles comme les dirigeants de partis politiques traditionnels, parce que être un bon gouvernement, ça ne veut pas forcément dire simplement rétablir l'équilibre économique et faire en sorte que les marchés financiers, d'ailleurs s'ils ne se sont pas inquiétés, c'est peut-être, cher Jean-Louis, qui se disent au fond les choses ne changeront pas forcément, mais peut-être même qu'il y aura du mieux sur le fait de s'interroger sur la façon dont on réconcilie l'économique et le social. Je rends hommage au marché. Marc-Olivier Padis. Je maintiens quand même mon désaccord avec Lucile, malgré, disons, l'intensité de son plaidoyer. C'est que dans cette histoire de mouvement anti-système, il y a quand même un mystère qui reste en Italie, c'est que tout le monde dénonce le système, la caste politique, la reproduction toujours des mêmes qui restent en place. Mais il y a un peu plus d'un an, Renzi avait proposé une réforme institutionnelle ambitieuse qui visait justement à renouveler la vie politique italienne, en particulier mettant en cause le Sénat, enfin vraiment dépoussiérer des institutions. Ils ont un nombre de députés, je ne sais plus, ils sont plus de 700, je crois, ils sont quand même très très nombreux, etc. Bon, et le référendum a été un échec. Peut-être en raison de la personnalité de Renzi lui-même qui avait lié son destin personnel à ce référendum, ce qui est toujours... ça complique l'équation, bien sûr. Mais enfin, quand même, c'est mystérieux. C'est-à-dire que tout le monde dit ce système va pas, et le jour où on leur propose de changer, finalement, ils reconduisent le même truc et ils restent dans la combination, on va faire des alliances, on ne sait pas comment on va faire, etc. Donc ça reste quand même donc quelque chose de très approximatif dans ce discours de rejet, bon, dont on ne voit pas bien le versant positif. Ensuite, juste un mot sur... justement, ça montre bien, c'est que le problème, il n'y a pas que les critères de Bruxelles comme problème. Le problème, c'est aussi, il faut faire le ménage chez soi. Il faut avoir des institutions qui rendent la vie politique vivante, qui permettent des alternances, qui permettent de faire émerger des nouvelles thématiques, des nouvelles propositions. Et ça, ce n'est pas la responsabilité de Juncker. C'est aux Italiens de le faire. Donc, et pour redire un dernier mot sur l'économie, il y a un peu plus d'un an, tout de même, il y a eu des stress tests sur les banques européennes. Les seules banques qui n'ont pas passé le test, c'était les banques italiennes. Et le débat, je me souviens très bien de l'été... c'était l'été dernier, c'était si une grande banque italienne fait faillite, on fait comment? Est-ce que les Italiens vont accepter qu'on renfloue cette banque? Est-ce que ça va précipiter une nouvelle crise de l'euro alors qu'on sort à peine de l'ancienne crise? Et le gouvernement italien, finalement, a assez bien géré ça. Et tout ça sous la protection de l'appartenance à l'euro. C'est-à-dire, si on revient sur pourquoi il n'y a pas de panique financière, moi je maintiens, d'abord parce que l'Italie a été bien gouvernée, deuxièmement parce que l'Italie est protégée par l'euro, et troisièmement parce que pour le moment, il n'y a pas de changement de gouvernement à vue. Les marchés ont quand même aussi vu ça. C'est-à-dire qu'ils savent que Gentiloni va rester en place, probablement jusqu'à l'automne. Et donc, pour le moment, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En revanche, le jour où ils arriveront avec cette mesure pour une allocation universelle qui n'est pas financée, et ce n'est pas avec un site Internet que vous allez expliquer comment vous financez une mesure universelle à 780 €. Ça, c'est de la magie. Jean-Louis Bourlanges. Lucie, non, je voulais juste faire un petit tac au tac parce que tout à l'heure j'ai dit que j'avais 3 éléments et puis j'en ai oublié 2. Donc c'est pas Jean-Louis que ça arrive. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut rappeler que l'Italie a été longtemps un pays d'émigration et qu'effectivement cette question migratoire est d'autant plus fortement ressentie que c'est pas un pays comme la France qui est depuis de très longue date un pays d'immigration et que au fond l'arrivée massive des migrants, elle a effectivement créé une sorte de choc qui n'avait pas été anticipé. Mais je voulais dire là-dessus sur l'immigration qu'on reste dans un pays, et c'est là-dessus sur le bon gouvernement qu'il faut s'interroger, un pays d'émigration très important par rapport aux élites. Vous savez, les universitaires italiens aujourd'hui, ils font carrière en France.
les cadres, les gens qui ont fait des études font carrière en France ou aux États-Unis ou n'importe où. Mais en tout cas, la question de la fuite des cerveaux en Italie est posée. Et cette question, elle existe, elle est posée à un bon gouvernement. C'est quelque chose d'essentiel. Et puis, pour terminer, je voulais quand même rappeler une chose, c'est que la Ligue, qui n'est plus la Ligue du Nord, qui est devenue la Ligue, vous savez, depuis, elle est passée en fait d'un score extrêmement faible en 2013 à un score où effectivement elle passe devant Forza Italia. Et ça renvoie aussi à cette façon dont aujourd'hui, c'est pas seulement la fluidité électorale, c'est que quelque part la question du Nord et du Sud, elle est recomposée par cette élection. C'est-à-dire qu'on a un parti qui vient du Nord, qui était très faible en 2013, qui aujourd'hui s'enracine aussi dans le Sud. Et ça, c'est un élément qui me semble extrêmement préoccupant. Jean-Louis Bourlange. Enfin, c'est surtout quand même Cinque Stelle qui s'enracine dans le Sud. La Lega, effectivement, cesse à lever la herse qui l'a séparée de la moitié du pays. C'était vraiment une automutilation. Je veux dire, on est contre la moitié du corps électoral, c'est pas bon pour gagner les élections. Bon, donc ils ont... Non, moi là où je suis d'accord avec ce qu'a dit Lucie sur Cinque Stelle. Je crois justement que la caractéristique de Luigi Di Maio, c'est d'avoir rendu le vote Cinque Stelle compatible avec le statu quo. En réalité, c'est ça qui est caractéristique, c'est qu'il permet de la protestation sans conséquence. Ça, alors, les gens aiment protester et les gens craignent les conséquences négatives. Et quand vous dites, Lucie, que le gouvernement Gentiloni n'a pas été un très bon gouvernement, moi je crois, bien sûr, aucun gouvernement n'est un très bon gouvernement, mais je crois que dans la limite du monde réel, du monde dans lequel il intervenait, avec les contraintes qui étaient les siennes et qui ne sont pas des contraintes amovibles, il a quand même très bien réussi. Il a géré budgétairement d'une façon intelligente, il a relancé la croissance de façon un peu modeste, mais qui tranche avec 10 années de stagnation, et il a rétabli la balance commerciale italienne dans des proportions qui devraient nous inspirer du respect, nous qui n'arrivons absolument pas à équilibrer la nôtre. Donc je pense que si on prend les critères gouvernementaux classiques, et sur le chômage, bien sûr qu'il y a beaucoup de chômage, mais sur le chômage, il a quand même amélioré la situation. Ce qui est vrai, c'est que la réponse du corps électoral italien ne se situe pas à ce niveau-là, et se situe bien à l'autre niveau que vous avez évoqué, qui est celui de la désespérance profonde d'une société. Alors c'est là où on voit que la crise démographique, qui est quand même vertigineuse et suicidaire, signifie quelque chose. Il y a un rapport entre ce vote de protestation et le fait de refuser de faire des enfants. Il y a quelque chose, la dérision absolue avec laquelle on traite la politique est un signe de désespoir. Et sur l'Europe, on doit constater, on va revenir sur l'Europe quand on parlera de l'Allemagne, j'imagine, mais sur l'Europe, on doit constater que ce n'est pas une opposition à l'Europe, c'est une manifestation de dépit amoureux, puisque l'Europe n'a rien fait pour mutualiser les problèmes d'immigration qui se posaient aux Italiens. On les a laissés seuls, y compris nous d'ailleurs. Moi, je suis allé en Italie il y a 2 mois, j'ai fait des déclarations en disant qu'il était absolument nécessaire de se solidariser des Italiens et d'accepter une gestion beaucoup plus mutualisée du problème de l'immigration. Mais quand je suis revenu en France, je suis tombé dans un débat à l'Assemblée nationale qui n'était pas tout à fait sur ce thème-là. Hein. Bon. Donc, on a été assez irresponsables, tous les Européens. Et les Italiens se sont dit, on aimait bien l'Europe, mais vraiment, l'Europe, c'est fichu nous. Donc il y a une désespérance profonde qui s'exprime dans la protestation. Et par ailleurs, eh bien, il faut qu'on se débrouille. Et on se débrouillera avec les gens qu'on a, avec les partis qu'on a, avec les élections qu'on a. Et comme on est italien, on est travailleur, on est malin, on a du talent, et on s'en tirera. Ça fait penser aux mots qu'on attribue à Mussolini, sans doute d'ailleurs apocryphes. L'Italie, ce n'est pas difficile à gouverner, mais c'est totalement inutile. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à ce qui s'est passé en Allemagne, puisque dimanche dernier, les 463 000 membres du Parti social-démocrate SPD étaient appelés aux urnes pour s'exprimer sur l'accord de coalition négocié en février entre leur parti et les conservateurs de la CDU-CSU. Ils ont approuvé à plus de 66% la formation d'une nouvelle Große Koalition, la 3e du nom, sous la direction d'Angela Merkel. Cette alliance
difficile, au point de comporter une clause de sortie au bout de 2 ans, représente 53% des électeurs au sein du Bundestag, avec 399 sièges. Le chef par intérim du SPD et prochain ministre des Finances, Olaf Scholz, a qualifié ce vote d'acte de raison et de renouvellement nécessaire face aux mauvais résultats prédits à son parti dans les sondages en cas de nouvelles élections. Le parti le plus vieux d'Allemagne connaît en effet depuis septembre une crise interne alimentée par les scores historiquement bas de septembre et par différentes querelles intestines marquées par la campagne anti-coalition du leader des jeunes socialistes, Kevin Kühnert. Si Angela Merkel, qui dirige l'Allemagne depuis 12 ans, a été reconduite pour un 4e mandat, elle n'en a pas moins essuyé de nombreuses critiques internes dénonçant un style Merkel fait de petits pas, de petits compromis et d'un centrisme sans créativité. La chancelière a répondu à ces attaques en choisissant comme titulaire des ministères réservés à son parti des jeunes, mais aussi des adversaires comme Jens Spahn, le nouveau ministre de la Santé, qui avait sévèrement critiqué sa politique d'accueil aux migrants. La coalition devra faire face aux 92 députés du parti d'extrême droite de l'Alternative für Deutschland, farouchement opposés à la politique migratoire de la chancelière sortante et dont les scores records leur garantissent de nombreux droits au Bundestag. Dans l'accord de coalition, un accord de 177 pages, une place importante a été accordée à l'Europe. Le futur gouvernement entend répondre aux différentes propositions sur la réforme de la zone euro d'Emmanuel Macron, qui a analysé les résultats de cette consultation comme une bonne nouvelle pour l'Europe sur cette question. Marc-Olivier Padis. Oui, je vais d'abord dire un mot pour taquiner Jean-Louis Bourlanges sur la démographie, parce que Jean-Louis trouvait des explications à la faible démographie italienne, et on peut donner des explications exactement inverses pour expliquer la faible démographie allemande, puisqu'en Italie, démographie très faible, avec une économie qui marche mal et peu de confiance dans les institutions. Et en Allemagne, on a une démographie aussi faible, avec une économie très prospère et une grande confiance dans les institutions, ce qui montre juste qu'en matière de démographie, il n'y a jamais de causalité univoque, et on est dans quelque chose de l'extérieur. Bien sûr, mais je fais le parallèle à titre pédagogique, puisque nous sommes dans une école. Vous serez interrogé à la sortie, j'espère que vous avez on pris apprend des aux notes. enfants à ne pas faire d'enfants, si je comprends bien. Non, à ne pas faire de détermination univoque là où il y a des multifactorialités. On va dire. Bon, donc je dirais, oui, le paradoxe de la situation allemande, c'est qu'on a en apparence une grande continuité, en réalité des ruptures souterraines qui commencent à se manifester de façon forte. D'abord, grande continuité, puisque c'est une grande coalition qui est mise en place avec les mêmes partis. La troisième grande coalition dirigée par Angela Merkel. Angela Merkel qui a sauvé son poste et qui va continuer à diriger l'Allemagne, à représenter l'Allemagne au niveau européen et international. Mais derrière cette continuité, il y a des ruptures fortes qui commencent à apparaître. D'abord, le sacrifice des ténors du SPD. Sigmar Gabriel a dû renoncer à devenir ministre des Affaires étrangères. Il est mis de côté. Martin Schulz a carrément disparu du paysage. Steinmeier est président de la République. Et donc une nouvelle génération commence à émerger à gauche. Le maire de Hambourg, Olaf Scholz, qui sera ministre des Finances. Le ministre de la Justice qui va devenir ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas. Alors c'est une tradition dans les coalitions allemandes que le parti minoritaire de la coalition tient les affaires étrangères. Quand c'était avec le FDP, c'était toujours le FDP qui avait les affaires étrangères. Donc là, c'est un arrangement tout à fait intéressant et enfin tout à fait classique, je veux dire. Et puis dans les nouvelles générations, donc c'est la ministre du Travail, Andrea Nahles, qui va prendre la direction du SPD. Donc pour la première fois, ce sera une femme qui dirigera le SPD. Deuxième rupture, c'est pour côté de CDU, c'est clairement le dernier mandat d'Angela Merkel. Là, elle va avoir du mal à se maintenir au-delà. Ce sera probablement pas elle qui mènera la prochaine campagne électorale. Elle arrive encore à maintenir son pouvoir, mais disons en divisant ses opposants et puis en plaçant des proches dans les postes importants. Par exemple, la numéro 2 de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, est tout à fait proche d'elle. Et alors, donc, elle a nommé à la santé Jens Spahn, qui s'est posé comme son rival, et puis une opération, disons, à double tranchant, un peu ambiguë, de nommer quelqu'un de la CSU, très conservateur, très dur,
à l'intérieur, dont Horst Seehofer. Donc à la fois c'est une concession aux critiques qui lui ont été faites sur la gestion de la politique des migrations, et en même temps elle lui donne le problème sur les bras, et c'est lui qui va se débrouiller avec une situation qui est assez ingérable, et donc c'est pas forcément un cadeau non plus. Alors là je suis très perplexe sur l'accord qui a été fait là-dessus, qui a mécontenté toute une partie de la gauche, puisqu'ils ont opté pour une politique restrictive en matière de migration, et notamment ils ont fixé une limite au rapprochement familial. Alors ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. D'une part, venant d'un parti familialiste comme le parti bavarois, la CSU, vouloir limiter le regroupement familial, on ne voit pas en termes d'humanité ce que ça peut vouloir dire. Et puis surtout, le regroupement familial, c'est du droit international. C'est le fait que tout le monde a le droit de vivre avec ses parents, ses enfants, etc. Ça ne peut pas faire l'objet d'une mesure administrative. Donc ça, je ne comprends pas comment ils ont pu mener ça dans un accord. Bon. Dernier mot, donc pour conclure, le paradoxe de la situation, c'est que l'Allemagne n'a jamais été aussi à droite, et que pourtant, elle va être dirigée par un gouvernement de coalition qui sera majoritairement à gauche. Les analyses ont montré que 70% du programme a repris les dispositions du SPD. Et donc, c'est très curieux parce que c'est un peu comme en Italie, dans le fond. C'est des pays qui glissent brutalement à droite, mais en fait, factuellement, c'est la gauche qui va gouverner. Lucille Schmitt. Oui, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que l'AfD, donc l'extrême droite, est en embuscade. Et donc, par rapport à cette grande coalition, il faut se rappeler que c'était quand même l'argument qui avait fait que Martin Schulz, au départ, était contre le fait de recommencer avec une grande coalition. Comme vient de le dire Marc-Olivier, il ne fallait pas recommencer pareil, puisque l'extrême droite avait fait une progression assez foudroyante aux élections législatives de septembre. Donc, avoir ça en tête, c'est aussi montrer combien, effectivement, cette grande coalition ne sera pas du tout dans le même contexte que la précédente grande coalition. Et on voit d'ailleurs déjà ce genre de choses au Parlement, au Bundestag. On voit qu'aujourd'hui, il y a une espèce de renaissance du débat politique au Bundestag, alors que c'était plutôt un lieu d'assoupissement, ou en tout cas où les questions techniques et des discours consensuels étaient tenus. Cette grande coalition, elle va se tenir avec la pression de l'extrême droite, et quelque part, cette pression de l'extrême droite, on la voit déjà par rapport aux réorientations et à ce qui se passe du côté de la CDU-CSU, c'est-à-dire que déjà la CSU bavaroise s'est choisi un leader qui est beaucoup plus à droite que le précédent. Ensuite, c'est la CSU qui hérite effectivement du ministère de l'Intérieur. Il y a Heimat, c'est-à-dire qu'il y a un truc sur l'identité nationale dans la dénomination du ministère. Donc, ce n'est pas seulement la migration, c'est aussi le sujet de l'identité nationale. Et la pression de l'AfD a déjà obligé, en fait, à ce glissement vers la droite, qui est évidemment plutôt contraire à la politique qu'a toujours menée Angela Merkel. En nommant son principal opposant beaucoup plus à droite, ministre de la Santé, comme l'a rappelé Marc-Olivier, ministre de la Santé qui par ailleurs met en avant l'argument de jeunisme, en fait, puisqu'il a 37 ans, il est même plus jeune qu'Emmanuel Macron. Il dit aussi qu'il est proche du Premier ministre autrichien, qui, je vous le rappelle, a 31-32 ans. On a l'impression qu'aujourd'hui, cette question du renouvellement de génération amène en même temps à oublier aussi le contenu peut-être de ce qu'on porte en termes, c'est absolument atroce, hein, mais en termes de projets politiques. Et en tout cas, cet argument, après avoir résisté longtemps pour les générations précédentes à ne pas donner le pouvoir, fait qu'aujourd'hui, il y a un renouvellement générationnel, mais qui se fait sous pression et avec une manière de ringardiser, si je puis dire, les anciens leaders, qui peut faire oublier que parfois, les jeunes portent des idées beaucoup plus extrêmes sur le plan de l'identité nationale et de la droite. La deuxième chose que je voulais dire par rapport au SPD, c'est que le SPD a lui aussi fait du dégagisme, ça a été rappelé par Marc-Olivier, puisque Sigmar Gabriel n'est plus dans le nouveau gouvernement, alors que c'était la personnalité politique la plus populaire d'Allemagne. Donc on peut se poser la question de comment est-ce que, au fond, la pression interne dans le parti, le renouvellement, rencontrera ensuite l'adhésion, la résonance dans la société. Vous savez, les partis et la société, c'est de plus en plus différent. Enfin, en tout cas, on ne sait plus très bien comment ça évolue. Et ne pas avoir retenu Sigmar Gabriel, on peut le comprendre. Et en même temps, on peut se poser des questions par rapport au fait d'avoir choisi l'ancien ministre de la Justice, qui est en même temps quelqu'un qui a dit très fortement qu'il s'opposerait à l'AfD. Et là, il y a quelque chose qui, à mon avis, va être essentiel. C'est comment est-ce que le débat se repolitise, comment est-ce que l'AfD, qui a déjà dit que de toute façon, il serait le premier parti d'opposition en 2021, donc ils font le pari qu'ils vont
continuer à croître. Comment est-ce que cette grande coalition va réussir à contenir cette poussée de l'AfD très installée à l'Est, alors qu'il y a peu de ministres, pour ne pas dire pas de ministres, qui viennent de l'Allemagne de l'Est. Il y a un sujet de représentation de l'Allemagne de l'Est qui est essentiel. Et comment est-ce qu'on contient cette extrême droite ? Il faut le faire avec des discours politiques clairs. En ce sens, on peut attendre de ces nouveaux ministres qu'ils tiennent des discours politiques sans doute plus politiques qu'auparavant. La grande coalition, le pari qu'il faut faire, c'est qu'elle sera plus politique qu'avant, mais se demander si du coup le SPD et la CDU-CSU pourront rester ensemble longtemps, alors que la CDU-CSU est en train de se droitiser et que le SPD veut lutter contre l'AfD. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est une affaire, c'est effectivement une coalition qui se reforme, et qui se reforme, je ne dirais pas de façon boiteuse, parce que fondamentalement, ces deux partis ont suffisamment en commun pour gouverner ensemble, mais quand même dans des conditions laborieuses, précaires, avec une chancelière qui est un peu en bout de course, un parti socialiste, un parti social-démocrate qui a vraiment tout fait pour éviter de se retrouver dans une coalition, et qui le fait par raison, appuyé par des adhérents qui sont d'ailleurs ultra raisonnables eux-mêmes. C'est tout à fait intéressant, et sous la pression d'éléments populistes très forts. Il y a d'ailleurs un lien, j'ai toujours pensé cela, il y a un lien entre la pression populiste et le développement de l'Union européenne. Pression populiste, disons pression anti-européenne. En 1951, quand Robert Schuman lance la première communauté européenne, la France vote à plus de 50% en 1951 pour des partis qui sont hostiles à la construction européenne. Le Parti communiste d'un côté qui fait près de 30% des voix, enfin entre 27-28% des voix, et le RPF qui, à l'époque, est très arc-bouté contre la construction européenne. Et c'est en fait une réaction du système des partis du centre qui disent « nous ne pouvons pas nous allier avec l'un ou l'autre parce que nous sommes en désaccord sur le fond qui nous oblige à nous entendre ». C'est ça que les Italiens sont en train de faire vaguement turbuler. Mais les Allemands, eux, ont pris très bien la leçon de tout ça. Ils ont dit non, il n'y a qu'une seule voie raisonnable. C'est le triomphe de la pensée unique, tout cela. Parce que la pensée unique, ça existe. C'est-à-dire que la pensée unique, c'est simplement la seule politique que vous pouvez mener si vous êtes raisonnable. Alors, c'est pas du tout une politique agréable. Je comprends très bien que les gens contestent la pensée unique. Enfin, ça peut être plus ou moins keynésien. Enfin, il y a des possibilités à l'intérieur de cette pensée. Mais globalement, c'est l'idée que par rapport aux choix fondamentaux qui sont les nôtres depuis une quarantaine d'années, il est extrêmement difficile de les remettre radicalement en cause sans verser dans une sorte de chavézisme si vous êtes à gauche ou de nationalisme autoritaire si vous êtes à droite. Donc il y a une pression du bon sens et elle existe. Alors l'équation, on voit bien comment elle est sur le plan européen. Et Mme Merkel, Mme Merkel, c'est quelqu'un qui n'a jamais innové, qui n'a jamais fait de vraies réformes. Elle a digéré les réformes de son prédécesseur, elle a géré un pays qui globalement marche bien, même s'il a des faiblesses, dont la faiblesse démographique qu'évoquait Marc-Olivier tout à l'heure, mais elle n'a pas de changement. Mais en revanche, elle a une perception extrêmement précise des engagements fondamentaux. Et là, après les mécomptes qu'elle a enregistrés sur sa politique migratoire, elle sait qu'il y a deux options fondamentales, deux attentes fondamentales dans l'opinion européenne et dans l'opinion allemande. C'est d'une part une politique de fermeté en matière migratoire, et donc elle fait les ouvertures qu'elle estime nécessaire de faire en direction de la CSU et en direction de l'aile droite de son parti, et d'autre part, et ça va plutôt pour le patronat, pour les syndicats attachés au succès de l'entreprise, le maintien et la cohésion de l'euro le maintien de l'euro et la cohésion de la zone euro. Et donc, elle fait quelques mouvements plus limités en direction des sociodémocrates de ce point de vue-là. Donc, elle est dans une équation exacte, je crois, d'une perception exacte des exigences. Alors, est-ce qu'elle peut aller au-delà? Et ça nous interroge sur la crise de l'Europe. Moi, je crois qu'il n'y a pas une crise de l'Union européenne. Je ne crois pas qu'il y ait une crise du déficit démocratique européen. Je crois que ça, c'est de la blague, que l'Europe soit technocratique. L'Europe est dirigée par des dirigeants politiques, pas par des technocrates, qui dirigent très mal, d'ailleurs, ces dirigeants politiques. Mais il y a, en revanche, une vraie crise
du modèle de l'Union européenne. Une crise qui se manifeste de 3 manières, très rapidement. Les 3 manières viendront ensuite. Parce que c'est très intéressant, vous le saurez la prochaine fois. Non, vous ne le saurez pas la prochaine fois, vous le saurez dans le BADA qui va suivre éventuellement dans l'échange avec la salle. Mais pour le moment, es tut mir leid, aber es ist sehr spät. Je voulais atterrir sur Macron. Lucille Schmitt pour une dernière intervention sur ce sujet. Merci Philippe, juste 2 petits mots. Je pense que cette question européenne et comment l'accord de coalition va vraiment permettre en fait de relayer notamment les propositions faites par Emmanuel Macron sur la zone euro, c'est important parce que moi j'ai retrouvé une citation quand même qui date d'un conseiller d'Angela Merkel qui date des élections législatives et qui dit on n'a pas du tout parlé de l'Europe pendant les élections législatives, il ne s'agissait pas d'une élection au Parlement européen. Donc peut-être que l'accord de coalition en parle, mais ça n'a pas du tout été au centre de la discussion démocratique. Je termine là-dessus. Et du coup, est-ce que le sujet est que l'Allemagne donnera de l'argent? Je crois qu'elle donnera de l'argent pour l'Europe et je crois qu'il y aura plus d'investissements. Est-ce qu'elle sera prête aux réformes institutionnelles? C'est une autre affaire. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je la consacrerai d'abord à vous rappeler que vous pouvez vous abonner sans difficulté, dès maintenant, même sans attendre, mais vous n'avez pas attendu, puisque dès le début de l'émission, vous l'avez déjà fait. Vous pouvez surtout dire autour de vous, à tous et à chacune, qu'ils s'abonnent. Et puis donc, la semaine prochaine, nous aurons une émission normale. Nous nous efforcerons de commenter certains éléments de l'actualité. La semaine suivante, c'est-à-dire le 25 mars, nous aurons la première de nos 2 émissions thématiques, et elle sera consacrée à l'Égypte, avec Stéphane Lacroix, et elle sera diffusée à la veille des élections dans ce pays. Et je vous recommande tout particulièrement cette émission. Les qualités, la connaissance et les qualités d'analyste de Stéphane Lacroix sont tout à fait remarquables. La semaine suivante sera une 2e émission thématique traditionnelle au début du printemps qui sera, elle, consacrée, ça sera le 1er avril, dimanche de Pâques, elle sera consacrée avec David Heiss qui vient de publier Éloge de l'oubli, elle sera consacrée à la question de la mémoire et éventuellement de son éventuelle tyrannie. Première brève, Jean-Louis Bourlange. Merci Jean-Louis. 2e brève, Lucille Schmitt. Bon, je vais faire une brève. Je vais faire une brève parce que j'ai rien pu lire, parce que je me suis fait opérer de la cataracte, donc j'ai pas pu lire un livre pendant toute la semaine. Je vais verser au débat sur le non-renouvellement des mandats. Un point de désaccord entre moi et la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. Est-ce qu'il faut arrêter à 3 le mandat? Je voudrais simplement verser un point au dossier. C'est que en France, il y a eu de Robert le Pieux à Philippe le Bel, sur plus de 3 siècles, il y a eu 9 monarques. 9 monarques seulement. Donc, en moyenne, une durée de plus de 30 ans. Et ce n'est pas pour rien que la France s'est faite à ce moment-là. Comparé à l'instabilité allemande et à l'instabilité italienne, et vous avez le secret du succès en politique. Croyez-moi, l'expérience politique doit être valorisée, reconnue et respectée. Ah, après Robert le Pieux et Louis le Hutin, Jean-Louis le Bref. Lucille Schmitt. Bon, écoutez, moi, je vais nous emmener très très loin parce que vous savez qu'une des précédentes émissions avait été consacrée notamment à la question des Corées. Et moi, je voulais recommander la lecture de la revue, du numéro double de la revue Critique, numéro double de janvier-février 2018, qui s'intitule « La Corée, combien de divisions ?» Vous savez, Critique, c'est cette revue éditée aux éditions de Minuit qui avait été créée par Georges Bataille. Et vous avez notamment dans ce numéro des extraits d'une autobiographie d'un grand écrivain coréen. Il faut que je lise mon papier pour arriver à prononcer son nom. Hwang Sok-kyung. Philippe Pons, de manière plus accessible, on avait fait un entretien avec lui dans Le Monde. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça montre que la Corée du Sud, qui est aujourd'hui la 11e puissance économique mondiale, s'est structurée comme puissance économique grâce à une dictature puissante. On parle beaucoup de la Corée du Sud sur les dictatures, mais ce qui s'est passé, de la Corée du Nord, mais ce qui s'est passé en Corée du Sud est aussi assez atroce. Et en fait, plus le protectionnisme du côté de la Corée du Nord. Mais enfin, ce que raconte Hwang Sok-kyung dans Le Prisonnier est absolument bouleversant et je pense que c'est vraiment d'une lecture très intéressante. Marc-Olivier Padis. Je vais revenir en arrière sur un livre dont on a déjà beaucoup parlé, mais que j'ai lu vraiment avec énormément d'intérêt, le livre d'Olivier Guèze qui a obtenu le prix Renaudot, La disparition de Joseph Mengele, qui est publié chez Grasset. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, je vous le recommande vraiment parce que j'ai hésité à lire ce livre. Je craignais quelque chose d'un peu malsain sur un personnage, bien sûr, terrifiant. Et je trouve qu'Olivier Guèze a trouvé exactement la bonne distance par rapport au personnage. Il ne nous plonge pas dans ses
pensée, son intimité, il le décrit de l'extérieur. Et en fait, plutôt que de faire une histoire ou une pseudo-psychologie d'un criminel, il raconte l'histoire de l'Argentine, en fait, après la guerre. Pourquoi les nazis ont été si facilement accueillis dans ce pays, pourquoi l'Allemagne a eu autant de mal à laisser remonter les questions de la mémoire et d'explorer ses souvenirs. Et donc, c'est vraiment un texte très, très réussi et que je vous recommande vivement. Je vous remercie. Je vous rappelle que le Nouvel Esprit Public est préparé avec Valentin Petit, que le site a été créé et est animé par Nicolas Tourneau. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes produisent nos enregistrements. Laurie Galigani est notre ingénieur du son avec la collaboration pour l'école alsacienne de Christian Sori. Christian Sori et l'école alsacienne à qui je renouvelle mes remerciements et je vous donne rendez-vous dans un instant pour l'enregistrement de notre conversation avec la salle qui sera donc diffusée sur notre site comme le 3e de nos BADA.